C'est hyper bien. Bravo Hyundai. Ça fait plaisir de voir des consos comme ça. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, on va faire le grand test électrique de la Hyundai Inster et premier test de l'année 2025. Fiche technique. Rapide fiche technique de la Hyundai Inster, ici dans sa version haut de gamme créative. Autonomie WLTP 360 km, batterie de 49 kWh net, chimie de la batterie NMC, transmission au roue avant, puissance 85 kW soit environ 115 chevaux, couple de 147 Nm. Tout ça, ça donne un 0 à 100 exécuté en 10 secondes 6 et la vitesse max est de 150 km/h. Le poids à vide est de 1410 kg. Au niveau de la recharge, en AC 11 kW, en DC puissance max 85 kW et la recharge en 1080 est donnée pour 29 minutes. Au niveau des tarifs, on trouve des Inster petite batterie d'entrée de gamme à 25 000 €. Le prix de base pour notre modèle à grande batterie, 28 250 €. Et le modèle qu'on essaye aujourd'hui avec la grande batterie, avec la finition créative et les packs hiver et sécurité est facturé 31 290 €. Et si vous avez envie d'essayer cette voiture, c'est très simple. Rendez-vous sur lachaînev.fr, rubrique réserver un essai, remplissez notre petit formulaire et vous serez mis en contact avec un concessionnaire proche de chez vous qui vous proposera de prendre le volant. C'est rapide et c'est gratuit et sans engagement et sans pub en plus. Lachaînev.fr, rubrique réserver un essai. Bon, qu'est-ce que c'est que notre grand test électrique? Eh ben, c'est un test conso, le Ioniq 28 Challenge, c'est-à-dire qu'on va opposer cette voiture à la Ioniq 28. On va rouler en ville, on va rouler sur la route, on va rouler sur l'autoroute et comparer la conso des deux. Mais pas que, on va aussi parler de tout ce qui fait l'électrique sur une voiture électrique, c'est-à-dire la régène, le planificateur, la vitesse de charge, le confort à bord, le préconditionnement, les aides à la conduite. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va pas répondre à la question est-ce que cette voiture est une bonne voiture? On va répondre à la question est-ce que cette voiture est une bonne voiture électrique? Tout à fait. Et pensez à vous abonner parce que plus on a d'abonnés, plus on est crédible pour avoir des voitures qui viennent de sortir. La preuve, là, on a réussi à la récupérer juste avant qu'elle parte en service presse. Et on l'a eu une semaine. Et ça, c'est grâce à vous. Et aussi, rejoignez-nous sur Instagram parce que c'est sur Instagram qu'il y a un lien entre vous et nous. On ne peut pas avoir un lien sur YouTube. Ouais, il serait peut-être temps qu'on attaque parce que là, on raconte des conneries, mais... Ce que je te propose, c'est que moi, je vais faire ville-route. Ok. Et toi, tu vas faire l'autoroute. Ça me va. Alors, je commence, je la prends. Ah bah mince. Oh, quel bel intérieur! Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de La Teste de Buch et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé est très faible et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation. Bon, et bien nous voici à bord de l'Inster. Alors le tableau de bord, il est un petit peu spécial. On a une console ici qui ressemble à un vieil autoradio. Et il y a plein de gens qui nous disent putain mais ça fait vieux. Ouais, ça fait vieux, en même temps c'est hyper pratique. Le chauffage ici, tous les boutons. Ici je pense que c'est des boutons de siège chauffant que nous on n'a pas en France. L'écran ici qui est plutôt bien placé. L'écran devant le volant qui est exactement celui de la Kona. C'est vraiment pas mal. Donc pour le Ioniq 28 Challenge, pour notre test conso, parce qu'on va parler conso dans cette vidéo, on se met à 22 degrés, c'est ici, plus moins, 22 degrés c'est facile. En auto, je mets auto 1 pour pas qu'il y ait trop de bruit. Le mode de conduite, on se met en normal. Le mode de conduite, c'est ici, les drive modes. Quand j'appuie dessus, une fois, je passe en sport, snow, éco et normal. Et au niveau de la régène, on se met toujours sur le niveau de régène le plus fort. Alors ça se passe ici avec les palettes derrière le volant. Quand on appuie sur la palette de droite, on le voit ici, là, hop, ça réduit. Et quand on appuie sur la palette de gauche ici, hop, ça augmente le niveau de régène jusqu'à arriver ici en one pedal. Parce que oui, cette voiture a le one pedal, mais malheureusement le one pedal, il faut le réactiver à chaque fois qu'on démarre. Et par exemple là, je vais passer la marche arrière pour m'en aller d'ici parce que sinon je rentre dans le mur. Et quand j'aurai passé la marche arrière et que je repasse la marche avant, je serai en régène 3. Il faudrait que je me remette en one pedal. Il faut mettre un coup de palette à chaque fois. C'est un petit peu relou. Bon, et bien on est prêt à partir. J'appelle Alex qui est à côté dans la Ioniq 28. Oui. Cette voix de téléphone rose. Je t'attendais mon gros vilain. Oui, alors Bon, et ben on est parti. Moi j'ai 12 degrés au tableau de bord. Bah j'ai aussi 12 degrés, c'est dingue. Donc on est un petit peu en dessous de notre protocole
protocole qui est normalement 15-25, mais vu que c'est deux Hyundai et vu qu'il fait très soleil, je me dis bon. Et en plus, je pense que ça va monter un petit peu d'ici qu'on roule. Donc, Tout à fait. Je mets mon téléphone sur le dock de chargement par induction parce qu'il y en a un. Et ce qui est super bien, c'est qu'il y a une petite LED à côté qui te dit il est bien placé et ça charge. Ouais, sauf que par contre, si tu veux Android Auto, tu devais te mettre le câble. Donc, Ça, on le voit à la caméra. Donc, pour avoir Apple CarPlay ou Android Auto, bah c'est avec un câble, il n'y a pas sans fil. Et donc, le câble, il est là en plein milieu du tableau de bord. C'est pas hyper pratique quand même. Et là, je me rends compte que j'ai pris un câble USB mini et pas un câble iPhone. Ah, super. Je voulais faire une démo. Bah en fait, ce qui est chiant, c'est que Android Auto, ça prend que cette partie-là de l'écran, la partie droite, on n'arrive pas à voir tout l'écran en Apple CarPlay. C'est chiant quand même. Android Auto, je crois que ça va voler, moi. Et ben tu montreras tout à l'heure parce que t'as pris ton petit câble. Bon, on y va ou on reste là à discuter d'Android Auto? Bah on y va. Allez, c'est parti. Je passe devant. Alors je vais faire un premier test, Alex. Je me mets arrêté en one pedal. Je vais faire une petite accélération pour voir si c'est sensible ou pas. Voilà, c'est très bien. On peut rouler à 1 km/h one pedal, donc faire des manœuvres. On voit que tes manœuvres, elles sont hyper propres. Là. Ouais, il n'y a pas d'à-coup, donc très bien. Premier bon point. Bon, là, je viens de me rendre compte que ça fait 5 minutes qu'on est parti, Alex, et qu'on parle de la voiture. Et à un moment, je me suis dit, mais il manque un truc. J'avais oublié de mettre un micro. Non, on parle même pas d'oublier de l'enclencher, hein. C'est juste le porter, c'est juste l'avoir sur soi. Alors là, c'est une première. Voilà, comme quoi, on pensait qu'on allait toucher le fond, mais on peut toujours toucher plus fond que le fond. Bon, bref, allez, on reprend tout ce qu'on a dit depuis le début. Donc, sur cette voiture, il y a 5 niveaux de régène. Je le sais parce que je l'ai dit il y a 5 minutes. Le niveau 0, c'est de la roue libre complète. Ensuite, il y a niveau 1, 2, 3. Bah là, on augmente le freinage régénératif. Ça augmente donc le frein moteur et ça recharge plus la batterie. Ça ralentit plus fort la voiture. Et au-delà de la régène 3, il y a le one pedal. Donc, un coup de palette en plus, je l'ai montré tout à l'heure, à chaque fois pour réactiver le one pedal. Et le freinage régénératif au niveau one pedal, il est beaucoup plus fort que le niveau 3. On va le mesurer en fin de vidéo, vous le savez. Je trouve que le freinage régénératif en one pedal, il est limite un peu trop fort. Trop fort, je l'ai pas trouvé trop fort. Par contre, je suis surtout assez surpris qu'ils aient quand même réussi à avoir autant de régène sur un moteur qui est pas si puissant que ça, pas une très grosse batterie. Comme quoi, c'est possible en fait. Le système du one pedal qu'il faut réactiver à chaque fois, moi, je trouve ça un petit peu chiant parce qu'à chaque fois que tu fais une manœuvre, faut y repenser et tout. Et ça a été corrigé sur les nouvelles Hyundai Kia avec le e-pedal 3.0. On a fait une vidéo. Je vous mets la vignette là et le lien est en description. C'est le nouveau système One Pedal de Hyundai Kia et c'est que dans le V3, mais ça va apparaître dans toutes les futures Hyundai Kia. Et c'est là qu'on se rend compte que cette voiture-là, c'est de la vieille technologie. Un petit peu, tu vois. C'est un mix parce qu'ils disent quand même que c'est la plateforme GMP mais en 400 volts, mais le tableau de bord c'est l'ancienne génération. Enfin, on sent qu'il y a un mix économique, technologique en fait. Donc il y a de la régène aussi à la pédale de frein. Quand vous freinez, la régène augmente. Donc ça c'est cool. La sensation à la pédale de frein elle est bonne. On sent pas un manque de freinage dû au début en régène et à la fin au serrage des plaquettes, etc. Et au niveau des conforts des sièges, suspension, tu la sens comment? Alors les sièges c'est un peu mi-dur. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? C'est pas mi-mou, hein. Un peu Volkswagen, je trouvais. Grave. J'aime bien, moi, c'est le genre de siège que j'aime bien, moi, ça. Après, ça manque un peu de maintien latéral, mais de toute façon, c'est pas une voiture avec laquelle tu fais du rallye. En même temps, le latéral, t'es déjà la hanche dans la porte, donc bon. Alors, c'est ça. Il y a un truc qui est gênant, je m'en suis rendu compte, c'est que si tu veux mettre ton bras à la porte, moi, j'ai le coude dans le montant, tellement la voiture est petite, tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais ça pose pas un problème, hein, c'est pas grave. Par contre, au niveau suspension, j'ai trouvé ça plutôt confort quand même. Ouais, ouais. Donc au final, ça compense. C'est confort, mais sans se vautrer dans les virages, parce qu'elle est haute quand même, haute et fine. Ouais, ouais. Mais là, tu vois, regarde, je prends un rond-point, elle reste bien à plat. Franchement, alors, c'est limite parfait en fait. Ah ouais, j'ai trouvé ça très bien. Franchement, au niveau comportement routier, ouais, j'ai trouvé ça très agréable. Alors attention, je passe le passage à niveau. Ouais, ça secoue, mais ça va. Hein. Niveau donc de l'habitacle, des matériaux, t'en penses quoi? Ça fait cheap? C'est quoi ton avis? Bah moi je trouve que ça fait pas cheap. Alors il y a plein de gens qui trouvent qu'à l'intérieur ça fait vieillot, genre années 90. Et c'est vrai, les boutons là, on dirait les vieilles Shiny-Fi Panasonic des années 90 que j'avais quand j'étais jeune et tout. Mais hyper fonctionnel. L'ergonomie elle est folle. C'est des plastiques durs partout. Bon voilà. Ce qui est trop bien, c'est qu'on n'a pas de console centrale. Donc si on se gare trop près d'un mur d'un côté, on peut sortir de l'autre côté sans avoir à enjamber toute la bagnole. Ça manque de rangement par contre. Parce qu'en fait, tu as juste deux porte-gobelets ici dans les sièges, qui sont d'ailleurs trop marrants, ils sont intégrés dans le siège, je trouve ça complètement dingue. Et d'ailleurs, je me dis, si un jour tu mets un café ici et qu'il se renverse et que ça tombe sur le tissu du siège, tu dois être hyper content. Bref, tu as un vide-poche en bas là, un vide-poche là, mais c'est là où tu mets ton téléphone. C'est quand même un peu limite. Sinon, dans l'intérieur blanc, je trouve le tissu des sièges est hyper mignon, un peu girly quand même. Par contre, je trouve que le plastique des portes là, il est un peu jaune. Je sais pas si on le voit à la caméra. On dirait
un PC beige des années 90 qui aurait jauni. Alors, c'est évidemment pas le cas, mais Alors moi, je suis pas fan de cette couleur. Je t'avoue, je préfère le noir. Par contre, la couleur claire participe à la clarté de la voiture. C'est une voiture qui est haute, qui a beaucoup de surface vitrée, qui en plus, avec tous les matériaux clairs, tu te sens vraiment bien, quoi. C'est presque de la luminothérapie. Ouais, après, la petite question VESS, tu l'entends quand tu roules lentement? Alors, le VESS, c'est le bruit que la voiture fait à moins de 30 km/h pour pas percuter des gens en ville. Et oui, c'est assez bruyant quand même. C'est moins qu'une Zoé, hein, mais on l'entend bien quand même. Mais on peut pas le désactiver. Est-ce que tu veux qu'on parle du système, Alex, un peu? C'est dingue, c'est la suite de notre programme. C'est fou. Là, on est en terrain inconnu. C'est vraiment du Hyundai pur jus. C'est marrant parce que l'écran devant le volant, là, ça reprend le design de la Kona 1. Et depuis, il y a eu la Kona 2 qui a un design beaucoup plus actuel, qui fait un peu penser aux Apple Watch, par exemple. Là, on a vraiment un vieux système avec des fausses aiguilles et tout. Ça aurait pu quand même être un peu à jour, ou en tout cas proposer une autre interface. Ça, c'est vraiment dommage. Et sinon, après, le système ici, c'est Hyundai, quoi. C'est-à-dire que c'est assez joli. Bon, je pense que c'est pas le dernier hardware, donc ça rame un petit peu par moment. On a Apple CarPlay et Android Auto, mais avec fil. Donc, bon, voilà, on sent vraiment que c'est un mélange entre les anciennes techno et les nouvelles techno. Mais par contre, sur cette voiture, vu qu'on a le pack sécurité, quand je mets le clignotant, j'ai l'écran ici avec l'angle mort filmé depuis l'écran du rétroviseur. Et une caméra 360, enfin, c'est pas mal quand même. Bon, sinon, moi, je voudrais dire qu'en ville, là, c'est super bien, là. Là, on est en plein cœur d'Arcachon. J'ai pas d'à-coups, c'est hyper agréable. Il fait 15 degrés, tiens, Alex, ça y est. Ah, j'ai 14. Voilà, super bagnole urbaine, quoi. Et j'ai une conso, que ça fait très longtemps que j'ai pas vu en ville. Alors, avec une voiture qu'on essaye, pas avec une voiture que tu conduis régulièrement. Oui, bah oui. Parce que si tu me disais que t'étais en train de voir mieux que la Ioniq 28, j'aurais fait ouh. Non, mais là, c'est une vraie conso de ville, une voiture qui est optimisée, quoi. Voilà. D'accord. Et qui est en 17 pouces, pourtant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Dans cette voiture, il y a un multiprofil et c'est un défaut de cette voiture. C'est que quand tu rentres dedans, ça te dit quel profil utiliser. Et c'est un peu comme chez Volkswagen, tu sais, ça te demande quand tu rentres dans la bagnole qui conduit, mais putain, c'est bon, garde le dernier et si on veut changer, on change. Mais là, en plus, quand tu appuies sur OK, tu sais, ça marche pas tout de suite. Ah oui, il faut un certain temps, ouais. Ouais, non, ça c'est vraiment chiant. Et le multiprofil, ça fait quoi du coup, Alex? Ça permet juste de pouvoir régler alors les sièges quand t'as les sièges électriques, mais c'est pas le cas, t'as pas les sièges. Ça peut régler les rétros et potentiellement les modes de conduite qui sont associés, mais bon, c'est pas folichon non plus, hein. Folichon, c'est ton nouveau mot, ça fait 2 fois que tu l'utilises. Ah ouais? Ouais. Tu valides ou pas? Je souhaite que tu t'épanouisses complètement sur cette chaîne avec ton propre vocabulaire. Toi c'est automobile, moi ce sera folichon, voilà. Voilà. Bon, et bien voilà, on arrive à la fin du trajet urbain. Et alors, ces consos, ça promet ou? Enfin, c'est pas que ça promet, c'est que c'est vraiment pas mal. Ah, surtout que là, moi, je pense que je suis dans la moyenne, voire moyenne haute. Je vais me mettre à gauche, tant pis. Bon, et bien voilà, petite photo, c'est hyper bien. Bravo Hyundai, ça fait plaisir de voir des consos comme ça. Bon, ça vaut pas la Ioniq 28, je pense, mais c'est pas mal. Je passe en paix, et quand je passe en paix, ça sert le frein à main. Que demander de plus? Donc comme d'hab, on vous donnera les consos à la fin de la vidéo. Donc même moi je sais pas quelle est la conso de l'Inster. Chacun connaît juste ses consos respectives, mais pas les consos de l'autre. Allez, compète de vitres comme d'habitude. 3, 2, 1. Elle est grande ta vitre aussi. Hein. Je pense que c'est le même moteur. Et la mienne est beaucoup plus grande. Hein, mais belle perf. Et du coup l'arrière? c'est parfait. Parfait. Tiens, viens t'installer pour voir. Est-ce que tu peux mettre le coude à la fenêtre? Parce que les sièges, ils sont très loin derrière quand même. Vu qu'ils sont reculés, à mon avis, là, tu peux pas mettre ton coude. Hein. La banquette, elle est reculée là. C'est vrai qu'on est bien quand même à l'arrière. Hein. Ouais, c'est pas. Si t'avances la banquette. Voilà, si je suis là. Ouais, faut avancer le siège de devant, quoi, du coup. Ouais. Bon, voilà. Ça n'a pas un énorme intérêt. Bon, il y a un truc qui est intéressant à noter, c'est que à l'arrêt, la conso de la voiture augmente. Donc, ça compte les consommations à l'arrêt. Il faut dire à tout le monde que quand même, les voitures sur lesquelles on n'a jamais eu aucun doute sur la conso, où les chiffres sont toujours dans les clous, où ça marche toujours, c'est... les Hyundai Kia. Bah ouais. Et c'est reproductible en fait. Et c'est pour ça qu'on utilise la Ioniq 28 comme point de comparaison, parce qu'on sait que 1, elle consomme pas beaucoup, et 2, c'est toujours carré, il n'y a rien à dire. Bon allez, on passe à la route. Le parcours routier, c'est 25 km composé en grande partie de portions à 80 km/h avec des ronds-points. Là encore, le dénivelé est très faible. La vitesse moyenne est généralement de 65 km/h. Bon, ouais, 2025, nouveau battle. Moi, je veux ma revanche de 2024. De 2023, 2022, 2020. Ouais, mais ma revanche globale, voilà. C'est le Shifumi de l'année, voilà. Shifumi. Non!
Il a gagné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il passe devant. Ça veut dire que ça sert à rien, mais, mais c'est tellement jouissif. Et il faut préciser que c'est pas truqué quand même. Donc, il a gagné le Shifumi, donc c'est lui qui passe devant, ça n'a aucun intérêt, puisqu'au milieu de la route, on échange. On remet les consos à zéro. Ah oui, c'est une bonne chose ça. C'est bien les deux, parce qu'il y en a toujours un qui oublie en fait. Moi, ça va, j'oublie rien. Ouais, c'est ça. Donc, vu qu'on a le pack sécurité avec cette voiture, eh ben, ça détecte si je passe la marche arrière. Et si Alex passe, voilà, ça me dit attention, il y a quelqu'un qui passe. Donc du coup, je peux faire une manœuvre en toute sécurité. Ça, c'est avec le pack sécurité qui est à 1000 balles, je crois. Il y a un truc de fou aussi, c'est que Alex, il est derrière. Si je passe la marche arrière et que je recule, eh ben, la voiture va pas vouloir. Et voilà, là, elle a freiné. Ça fait toujours flipper, t'as vraiment l'impression que t'as touché. Mais non, c'est elle veut pas que tu percutes quelque chose derrière. Et ça maintenant, ouais, sur toutes les Hyundai Kia, il y a ce système-là. Enfin, pour la marche arrière en tout cas. Mais c'est un peu gênant parce que j'ai l'impression que la limite elle est à 20 cm et des fois quand tu fais des manœuvres pour t'en sortir, eh ben t'as envie de te rapprocher un peu plus quoi, mais bon. Bah après tu peux en accélérant, mais sauf qu'en accélérant, tu l'as fait bondir et du coup ça devient hyper tendu de pouvoir avancer les 20 cm qui restent. Bon allez, je me mets au régulateur. Alors, il faut que je vous explique le régulateur de vitesse de l'Inster. Donc c'est le fonctionnement Hyundai un peu de base. Donc sur cette version créative, on a le HDA2, c'est-à-dire vraiment la dernière version. Et je sais pas exactement comment marchent les versions en dessous, mais il faut savoir que on a la conduite autonome de niveau 2 sur toutes les versions de l'Inster. Donc ça c'est cool. Donc sur cette version, il faut appuyer une première fois sur le bouton en haut à gauche ici pour lancer le régulateur de vitesse. Et là, il le lance à la vitesse actuelle et il me met un petit plus pour m'indiquer que je peux me caler à la vitesse des panneaux. Donc je fais plus et boum, ça me met à la vitesse à laquelle je peux rouler, donc ici 80. Et là, on voit que mon 80 km/h, il est en vert. Ça veut dire que la vitesse, elle est aimantée. En gros, s'il y a un panneau 90 qui arrive, hop, la voiture va passer automatiquement à 90. Si j'ai pas envie que ce soit automatique, il suffit que je baisse d'un coup ou j'augmente d'un coup la vitesse en mettant soit 179 soit à 81 et comme ça c'est plus aimanté. Ou d'aller dans le menu et désactiver l'option d'adaptation de la vitesse. Ouais, mais là aller dans le menu c'est chiant, tu vois. Ah oui, non, je suis d'accord, mais voilà, c'est une solution. Oui, parce que ça on peut le désactiver. Mais quand je mets le régulateur de vitesse, j'ai pas le volant activé, c'est-à-dire le lane assist. Il faut que j'appuie en plus sur le bouton volant ici. Bah sauf si tu vas sur autoroute, parce que sur autoroute tu es en mode HDA et du coup quand tu mets le régulateur, bah du coup le volant s'active en même temps. Ce qui est bien, c'est que ça permet à tout le monde d'avoir la conduite comme il veut, c'est-à-dire soit seulement le lane assist sans régulateur, soit seulement le régulateur sans lane assist, soit les deux, soit rien. Mais pour moi, quand je mets le régulateur, je veux souvent qu'il y ait le volant, enfin voilà, c'est mon habitude. Je dois toujours faire une double manip, ce qui est un peu relou. Et des fois, quand tu arrives en ville, tu coupes le régulateur, mais il y a encore le volant qui est activé, tu t'en rends pas compte, et des fois, tu as des réactions cheloues dans le volant. Et tu te dis, ah ouais, faut que je désactive le volant aussi. Moi, pour le coup, je fais plutôt l'inverse en fait dans l'usage. C'est que moi, j'active le volant et quand j'ai besoin, je rajoute le régulateur. Mais donc, il y a synchronisation automatique de la vitesse du régulateur au panneau ou synchronisation manuelle. Il n'y a que Hyundai Kia qui a ce mode de fonctionnement. Et finalement, c'est plutôt pas mal. Ouais, en vrai, je reste mitigé malgré tout. Parce que je trouve que l'adaptation à la vitesse, tu peux le faire que dans quelques secondes, quand même après qu'elle ait détecté le panneau. Et si t'as pas chopé le coche, bah voilà, il le propose plus, donc là faut que tu fasses à la main. Sinon, au niveau du lane assist, bon bah il n'y a pas de volant capacitif, mais il est assez sensible, moins sensible qu'une Renault 5, mais tu te fais quand même pas trop engueuler. Par contre, je trouve que lane assist, parfois, donc ça gère le volant, hein, c'est le volant qui tourne tout seul. Là, par exemple, il y a un virage, c'est la voiture qui gère, sans moi. Je trouve que des fois, il donne des, comment dire, il fonctionne par à coup. Tu sais, le volant, il fait tac, 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 tac. C'est un peu bizarre, des fois, tu as des réactions cheloues dans le volant. Sur départemental, moi je le trouve quand même moins confortable que d'autres marques. Mais ça marche bien. Hein. Enfin, par contre, il y a rarement de fausses détections, rarement de coups de volant inopinés, etc. Enfin, même jamais. Bon, par contre, il peut se couper brutalement aussi. On verra parce qu'on va faire l'autopilot challenge de cette voiture juste après. Et il passera sur la chaîne peut-être dans un mois ou deux. Oh putain. Mais j'ai noté une évolution par rapport, par exemple, à la Kona. Donc encore une fois, c'est pas que des vieilles technos. J'ai l'impression que ça marche mieux. Par contre, c'est un régulateur de vitesse un petit peu entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire que elle va pas ralentir à l'arrivée des ronds-points. Si le GPS te dit de tourner à droite, elle va pas ralentir pour prendre l'intersection à droite. Voilà, c'est vraiment un fonctionnement super simple, mais ça marche bien. Oui, c'est rassurant quoi. On se sent pas en danger avec le système, on dit. Tu vois, des fois, je me dis. Est-ce que je laisserais cette voiture à ma fille, par exemple, qui vient d'avoir le permis il y a 1 an et demi? Une Tesla Model 3, l'autopilote, je sais qu'il peut avoir des réactions bizarres, j'aurais peur. Elle, non. Je sais qu'elle fera jamais un truc dangereux, flippant, voilà. C'est robuste, quoi. C'est Hyundai Kia, quoi.
Allez, on va faire demi-tour. Je vais essayer la plaçage ici. Et je passe devant Alex, on inverse les positions. Tac, j'y ai passé. Pour pas qu'il y ait un avantage aérodynamique. Et je relance le régulateur. Bon, et bien voilà, on arrive à la fin du trajet route. Il fait beau, il fait 17 degrés, c'est magnifique. Tout est dans le protocole. Allez, on va voir un petit peu le diamètre de braquage de cette voiture. En sachant que Hyundai avec Ioniq 5, Ioniq 6, c'est pourri le braquage. Voilà, c'est bien là. Hein. Ouais, c'est correct, hein. Alors c'est pas la voiture qui braque le plus, mais ça braque quand même bien. Enfin voilà, il n'y a pas de problème de manœuvre quoi. Bon, bah moi j'ai une bonne conso. Ah oui, j'ai une bonne conso. C'est vachement bien. Franchement, il n'y a rien de dingue dans cette voiture. Il n'y a rien d'exaltant à part l'arrière. Le fait que dans une voiture qui est 10 cm plus petite que la Renault 5, on a peut-être 15 cm de plus aux jambes que dans la Renault 5. Mais on n'a rien à reprocher à cette bagnole. Elle est trop cool. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à l'autoroute. Et pour l'autoroute, c'est pas moi qui conduis, c'est Alex. Allez, zou, autoroute. Le parcours autoroutier, c'est environ 90 km en aller-retour sur l'A660 et l'A63 en direction de l'Espagne. Là aussi, le dénivelé est très faible, le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. Donc nous allons passer à l'autoroute et c'est ça la vraie question avec cette voiture. Petite batterie de 48 kWh, 49, aéro d'armoire normande. On se demande en fait, est-ce que c'est possible avec cette voiture de quand même faire des longs trajets? Surtout qu'elle a un temps de charge qui est quand même pas extraordinaire, mais qui est pas mauvais, 29 minutes. Franchement, ça peut le faire, hein, à voir. Attends, Shifumi en fait. J'hésitais du coup. Ah, parce que t'as gagné? Finir une journée de Shifumi sur un succès, tu vois. Shifumi. Allez, je pars devant, je gagne. Allez, c'est parti. Là, on va se prendre un petit virage en voie d'accélération et tout. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais voir comment je la sens au niveau roulis. Et hop. Bon, ça va, hein, franchement. Tu te sens pas en danger du tout et c'est plutôt plat. Hein. Allez, petite accélération pour se mettre à 130 là. C'est là que ça va manquer de puissance là, non? Ouais, mais c'est acceptable quand même, franchement. On sent pas qu'on a un manque de puissance pour être en sécurité, c'est toujours pareil. C'est pas une voiture de course. Enfin si, c'est une voiture pour aller faire ses courses. Excellent. Mais là, voilà, je refais une accélération pour une petite accélération de reprise, ça passe bien quoi. En fait, moi je vois aucun écart avec la Ioniq 28 par exemple, qui est pourtant un tout petit peu plus puissante. Je trouve que ma Ioniq elle est plus bruyante peut-être. Ah, sur autoroute, tu l'entends quand même, là j'entends l'air quand même. Ok. Donc, attaquons. On est sur l'autoroute. Sur l'autoroute, généralement, bon, soit c'est pour aller au boulot, mais on s'en fout, soit c'est pour faire des trajets un peu plus longs. Donc, qu'est-ce qui est important sur l'autoroute? C'est la vitesse de charge et la consommation. Que les deux vont de pair. Si on a une bonne consommation, on va pas avoir trop à recharger. Mais plus on charge vite, moins de temps on passe à la borne vu qu'on n'a pas beaucoup à recharger et en plus ça charge vite. D'ailleurs, pour vous le prouver, on a fait une vidéo récemment. On a comparé 4 vieilles voitures électriques à 10 000 € en occasion. Donc des voitures électriques d'ancienne génération sur un trajet de 450 km. La Ioniq 28, c'est la plus petite batterie des 4 et pourtant c'est celle qui va le plus vite sur les longs trajets. Parce qu'elle recharge vite, tout simplement. Et qu'aussi elle consomme pas beaucoup malgré qu'elle ait une petite batterie. Donc Hyundai annonce un 1080 en 29 minutes, ce qui est plutôt dans la moyenne, on va dire. On est dans les mêmes temps qu'une Mini ou qu'une Renault 5. C'est acceptable, c'est pas. On s'attendrait à mieux de la part de Hyundai avec la plateforme EGMP, mais sauf que là c'est la plateforme EGMP 400 volts. C'est juste un petit upgrade de la plateforme historique quoi. Maintenant, ce qui reste à voir, et c'est ce qu'on va voir, c'est combien de kilomètres il y a entre chaque recharge. C'est ça aussi qui va faire le temps pour faire une longue distance. Et d'ailleurs, les résultats du test qu'on va faire aujourd'hui, ça va faire qu'on va intégrer l'Inster dans notre classement du temps pour faire un 1000 km. Point. Je n'ai rien d'autre à dire. Alex, est-ce qu'il y a un préconditionnement de la batterie pour les recharges rapides sur cette voiture? Alors oui, par contre il est seulement automatique et seulement si on a pris l'option pack hiver qui vaut 900 €. C'est ça. Sinon si on n'a pas pris ce pack, on n'a pas le préconditionnement. Après des essais que tu as fait, il me semble que c'était quand même une belle courbe de charge malgré qu'on n'ait pas mis le préconditionnement en route quand tu as fait une charge rapide avec la voiture. C'est ça. Après j'ai pas fait un essai à moins 5 degrés, mais à 8-9 degrés la voiture a chargé bien quoi, même sans avoir préconditionné. Donc voilà, c'est un plus, mais c'est peut-être pas indispensable vu que c'est pas non plus une vitesse. Ça se trouve, on va passer à 33 minutes ou 34 minutes au lieu de 29 quoi. Et donc c'est quand tu lances le planificateur ou que tu dis que tu vas à une borne de recharge qui va gérer tout seul pour que la batterie soit à bonne température quand tu arrives pour charger quoi. C'est ça. Après nous on l'a pas testé, donc on peut pas dire quel symbole apparaît, mais normalement sur les modèles Hyundai il y a une petite résistance qui apparaît sur l'écran pour dire qu'elle est en train de préconditionner. Et on peut également voir normalement sur l'écran de consommation de la voiture qu'il y a une option. Alors je vais y aller tout de suite comme ça.
Je parle pas dans le vide. Et donc ici, sur cet écran-là, on pourrait voir entretien batterie. Et là, on voit qu'il est à 0 kW. Ce qui veut dire que là, elle préconditionne pas, elle n'a pas fait d'action sur la batterie. Alors que si on avait préconditionné, on aurait vu une consommation du préconditionnement de la batterie sur cet écran. Bon là, depuis que je suis parti, je me suis quand même fait engueuler pas mal de fois par l'alerte de vigilance conducteur qui marche avec le regard, avec un capteur infrarouge qui est juste au-dessus du volant ici, là, qui est assez chiant. Franchement, à l'usage, c'est assez chiant. Parce que dès qu'on regarde un peu, même par la fenêtre, quelque chose ou l'écran, je crois que c'est 2 secondes et demie ou 3 secondes. Et paf, il bip pour vous dire attention, regardez la route. On peut le désactiver si on met un autocollant sur le capteur, mais dans ce cas-là, on passe en mode désactivé et là, on va dire c'est pas sécuritaire, on va dire ça comme ça. Mais voilà, pour simplifier, c'est hyper chiant et il n'y a pas possibilité de désactiver. Enfin, on peut le désactiver, il faut le désactiver à chaque redémarrage si on veut le faire. Et donc c'est un peu relou. Moi, je pense personnellement que j'ai cette voiture, je mets un scotch sur la caméra. C'est trop relou, vraiment. Et moi, j'ai tendance des fois, surtout sur les routes un peu droites, simples et tout, à conduire comme ça avec une main en haut. Alors je sais que c'est pas bien, mais je le fais quand même. Et ça met la main devant le capteur et du coup, on se fait engueuler tout le temps en fait. Donc non, ça c'est vraiment relou. Bon, puisqu'on parlait de la charge, est-ce que cette voiture est compatible plug and charge? Alors oui, elle est compatible plug and charge. Et la voiture, elle est aussi compatible autocharge. Alors, on a tendance à croire que toutes les voitures sont compatibles autocharge, c'est faux. Il y a certaines marques qui font que l'autocharge n'est pas compatible, mais cette voiture-là est compatible autocharge. Donc ça, c'est quand même cool. On a parlé de la charge, mais on est d'accord, encore plus là dans une voiture qui a une petite batterie, c'est quand même bien d'avoir un planificateur, tu vois. Ah oui, complètement. Alors, est-ce qu'elle a un planificateur, cette voiture? Alors oui, elle a le planificateur Hyundai qui est loin d'être le meilleur, mais on va dire qu'il fait le taf, qui permet de, quand on met destination, de proposer des bornes sur le chemin. Par contre, il est pas paramétrable. On peut pas lui dire je vais arriver à 30% à la borne, je vais arriver à 30% à la destination. On peut exclure des réseaux de recharge par contre, choisir seulement ceux qui nous intéressent. Il y en a quelques-uns qui sont sélectionnables. Donc c'est pas mal, mais parfois il est un peu trop pessimiste et précautionneux. Il t'arrête aux bornes à 20% en gros. C'est ça. Et pour peu que tu arrives à moins de 20%, alors que tu vas y arriver, si tu arrives à 19 ou 18, tu vas y arriver, sauf que là, il pourrait te replanifier une autre borne pour t'éviter cette borne où tu arriveras à 20%, quitte à te faire un parcours qui rajouterait 1 heure de trajet. Et il a un autre énorme défaut, je trouve, c'est qu'en gros, de base, si tu fais une planification, il va te proposer des recharges jusqu'à 100%. Ce qu'il faut évidemment absolument pas faire parce que là, ça fait des recharges d'1 heure. Si tu veux limiter les recharges à 80%, il faut que tu ailles dans les options et que tu dis je limite la charge en DC, donc en charge rapide, à 80%. Donc là, il te fait une planification en rechargeant à chaque fois jusqu'à 80%. Mais le problème, c'est que si tu te branches et que tu vas manger et que ça dure un peu plus longtemps que prévu, quand il va arriver à 80%, il va couper la charge, il va pas continuer à charger. Donc ça, c'est un peu relou. Quitte à être arrêté, autant profiter des quelques minutes en plus pour recharger plutôt que s'arrêter, quoi. Mais Alex me dit que sur la Ioniq 6, tu disais qu'il y a eu une mise à jour et que maintenant ça le fait plus. Oui, effectivement, par défaut, maintenant il se met à 80% et donc il tient plus compte du pourcentage de limite de charge. Ok, bah cool. Bah, je suppose que cette mise à jour arrivera sur l'Inster un jour, quoi. Par contre, il y a un autre défaut, c'est que le pourcentage à l'arrivée ou l'arrivée aux bornes ou à la destination, en fait, n'est pas affiché en permanence. Il faut à chaque fois cliquer sur l'étape pour voir le pourcentage qu'on a arrivé à l'étape. Mais au bout de quelques secondes, cet écran disparaît et si on veut le revoir, il faut recliquer dessus. Alors que c'est une information qu'on a besoin d'avoir en permanence pour être vraiment confiant, je trouve, sur la route. Et ça, c'est vraiment dommage que ce soit pas le cas. Surtout que c'est pas grand chose à rajouter, quoi. Sinon, dans le GPS, on est d'accord qu'il y a un moteur de recharge de borne. Ouais. D'ailleurs, il est tellement, enfin, pour un bien quand même, c'est que moi j'utilise assez peu le planificateur en soi. Je vais dire va à tel endroit, il me propose des bornes, ok très bien. Mais après, moi je vais quand même faire rechercher des bornes sur l'itinéraire et me dire, bah en fait, moi je vais plutôt prendre celle-là. Et là, je la prends comme étape. Au final, c'est plus moi qui me crée mon itinéraire tout en ayant le confort d'avoir le système qui est utilisé. Il y a aussi une autre raison à utiliser le planificateur. Comme on le disait tout à l'heure, c'est que si on l'utilise pas, on va pas bénéficier du préconditionnement. Donc on est un peu obligé de l'utiliser si on veut faire le parcours dans les meilleures conditions au niveau temps de parcours. Ouais, donc tu peux rechercher des bornes autour de toi, des bornes sur la route et des bornes à destination, c'est quand même pas mal. Bon Alex, on va faire un petit test là. Ah, je sens l'accélération en temps double. Ouais, on aime bien les régulateurs adaptatifs qui sont capables d'accélérer tout seul à partir du moment où tu mets le clignotant pour doubler. Donc là, je suis à 90 derrière le camion, je mets le clignotant, elle accélère. Là, je change de voie, donc elle continue à accélérer. Là, elle a accéléré tout le long. Elle n'a pas arrêté d'accélérer pendant tout le dépassement. Et dès que j'ai mis le clignotant. Donc ça, c'est très très cool. Elle n'a aucune raison d'appuyer sur l'accélérateur. On peut la laisser gérer. Est-ce qu'elle a le changement de voie auto? Alors non, malgré qu'il y ait le HDA2, qu'il y ait les angles morts, etc. Je suis même surpris qu'elle ne l'ait pas. Parce qu'elle a l'air d'avoir tout pour le faire, mais non.
Ouais, bon, on arrive à la fin de ce demi-parcours. On va inverser les positions. Comme ça, on n'aura pas d'avantage aérodynamique si on est un devant ou derrière, même si on reste assez loin l'un de l'autre. Puisqu'on est là, qu'on ralentit un peu là, petit point conso, est-ce que t'es content, pas content Ah, j'aurais pensé être en dessous de cette valeur quand même. de cette valeur de 20 kWh au 100? Peut-être 22. On rappelle qu'en gros, une Mini, c'est 18 kWh au 100 sur l'autoroute et une Renault 5, c'est plutôt dans les 22. Voilà. Est-ce que tu es entre une Mini et une Renault 5? Alors oui. Après, à l'aller, on consomme plus qu'au retour. Ouais, donc ça promet des bonnes choses. Hein. On change de position. J'arrive pas à savoir si cette voiture est belle, middle ou moche. Je sais qu'il y a plein de gens qui la trouvent dégueulasse. Moi, je la trouve kiki, quoi. Je la trouve kawaii, mais je la trouve pas belle. Ma femme trouve que c'est la voiture de Playmobil. Mais en même temps, Hyundai sont forts pour ça parce que la Ioniq 5, quand il est sorti, c'était soit on l'aime, soit on la déteste. La Ioniq 6, c'est soit on l'aime, soit on la déteste. Il y a peu de gens qui sont ouais, ça passe. Tu vois. À un moment, il faudrait que ça plaise à tout le monde, quand même. C'est vrai. Bon, allez, on vous retrouve à la fin de l'autoroute. Bon, bah, on arrive à la fin de l'autoroute, là. Alors, ton avis, Alex? Au premier abord, on pourrait avoir tendance à penser que c'est pas une voiture qui est faite pour avoir une bonne tenue de route. Du coup, on a tendance à être un peu frileux avec la voiture au début. On se dit elle est un peu haute sur patte, plutôt courte, etc. Et en fait, petit à petit, elle nous met en confiance. Et on se rend compte qu'en fait, elle tient quand même bien la route. Que quand on tourne, ça vire à plat. Et je sais pas s'il n'y a pas un moment où en fait, on n'arrive pas en excès de confiance avec la voiture. Ça m'est pas arrivé, mais au final, j'ai eu tous les changements de confiance. Je vais m'en méfier. Elle commence à me rassurer. Et est-ce qu'il y a un moment où il sait pas trop, tu vois? Ouais, mais après, c'est pas une voiture avec laquelle tu fais des folies, de toute façon. Ah oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Ben moi, je suis d'accord, hein. Là, on l'a eu pendant une semaine. Au volant, c'est pas du tout une petite voiture. C'est vraiment une bonne bagnole. Franchement, moi, je suis assez épaté de ce qu'a fait Hyundai sur cette voiture. Bah, franchement, je me sens plus à l'aise au volant de cette voiture que dans la Ioniq 28 sur autoroute. Bon, par contre, après, niveau conso, ma Ioniq 28, elle va la calmer un petit peu, là, quand même. Hein. Ouais, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, mais fais attention à ce que tu dis, quand même. Elle est là et elle écoute. Et j'ai pas envie de la vexer. Allez, on arrive. Regardez-moi ce soleil, ces pins, cette verdure magnifique. Oh là là, ça fait plaisir de voir ça. Allez, allez, elle peut le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Va-t-elle le faire? Non. Elle a pas... Ah, ouais, presque, mais non. Il doit être à 20,1. Alors, nous avons fait la ville, la route et l'autoroute, qui sont déjà 3 grosses étapes de notre vidéo. Maintenant, on va enchaîner avec le test de régène. Alors là, Alex, je te demande de te mouiller. Tu vas me donner le nombre de mètres qu'elle va parcourir avant de passer de 80 à 0 km/h. Je vais te donner 2-3 chiffres pour que tu puisses te caler un peu. Donc là, je vais sur le site lachaînev.fr, fantastique site internet sur la voiture électrique. Et il y a une section distance régène où on classe toutes les voitures entre elles. Parce que si vous voulez une voiture qui a une grosse régène, et ben au moins vous savez, il y a des voitures qui ont des régènes plus fortes que d'autres. Il y a des voitures par exemple qui mettent plus de 200 mètres pour passer de 80 à 0 km/h. Et il y en a qui mettent 107 mètres. Et moi, c'est exclu, 200 mètres, je n'achète pas. Nous, on dit que c'est entre 120 et 150 que c'est bien. Niro EV 116, Volvo XC40 107, la tienne 121 et ma Tesla Model 3 SR Plus 142. Moi, je suis sûr que c'est en dessous de 120. Moi, je dis 110. Je vais dire 112. mais non, je vais être bon joueur, je vais plutôt dire 115. Ok, 110, 115. Réponse immédiatement. Bon, et bien c'est parti pour le test de régène. Alors qu'est-ce qu'il va faire Alex? Il va se mettre sur cette route, il va se mettre au régulateur à 80 km/h et quand il va passer devant moi, il va couper le régulateur. Ça va activer le freinage régénératif en e-pédale, donc en one pédale, donc jusqu'à l'arrêt complet. Et moi, je vais mesurer avec un télémètre laser combien de mètres il parcourt avant de s'arrêter. Ça donne une idée de la force du freinage régénératif. Allez, c'est parti, je me mets en place. Allez, donc là je monte à 80, régulateur, à 80. Quand j'arrive au niveau du JC, je coupe le régulateur. Hop, régulateur coupé. La voiture est en e-pédale, donc elle va jusqu'à l'arrêt complet. Wow, ça freine tellement court. J'attends que la voiture s'immobilise. Hop, immobilisé. 117. 117 mètres, il a gagné. Je crois que je vais lui mentir. Je vais lui dire 110. Est-ce que c'est lui qui avait raison avec ses 110 mètres ou est-ce que c'est moi avec mes 115 mètres? Oh. 110 mètres pile. Ah ouais? Non, c'est pas vrai. 117, t'as gagné. Ah, Bon, allez, maintenant on va la recharger. allez.
Bonjour. Bon, on n'est pas à l'endroit habituel là? Non, on peut pas recharger tout de suite parce que, bref, c'est compliqué. Bref. Alors, on la rechargera, promis. D'ailleurs, la preuve en image. Voilà, là, on charge. Voilà. Et si vous voulez une borne comme ça chez vous, c'est simple, rendez-vous sur la chaîne EV.fr, rubrique pose de borne. Vous aurez un petit formulaire à remplir où vous décrirez votre projet et on vous mettra en relation avec jusqu'à 3 artisans de votre région qui se déplaceront chez vous pour vous faire un devis et ainsi vous pourrez comparer les offres et les services et choisir la meilleure proposition. C'est sans engagement, c'est gratuit et rapide, donc n'hésitez pas à la chaîne EV.fr, rubrique pose de borne ou le QR code ici pour ceux qui regardent cette vidéo sur leur télé. Allez, on fait la signature lumineuse parce que c'est assez marrant sur cette voiture. Donc là, je suis éteint. Veilleuse. Les appels de phare. Plein phare. Ouais, c'est pas foufou, hein, comme ça en plein jour. Clignotant. On penserait que les clignotants seraient défilants, mais pas du tout. Je vais voir l'arrière. Vas-y. Allez, les clignotants, alors là, c'est vraiment décevant. Sincèrement, ce petit emplacement de feu là, il aurait pu être un peu plus travaillé. Ouais, moi, je tiens à préciser que je suis sûr qu'il devrait faire une exécutive avec les clignotants ici. Et feu de recul. Ouais, c'est juste un en bas. Et alors, il y a un truc qui est rigolo, on l'avait déjà montré dans la présentation statique avec Tesla Geek. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez la voir, je vous mets la vignette en haut à droite de l'écran et puis le lien est en description. Ici, il y a des feux stop, mais si j'ouvre le coffre, forcément, les feux stop, on les voit plus et c'est dangereux. Et ben du coup, quand j'ouvre le coffre, et ben hop, ça ajoute une petite lumière rouge en bas. Ah, c'est pas mal. T'as vu? C'est pas mal. T'es épaté, hein. Ouais. Quand on freine, c'est que cette barre-là et le troisième feu stop. Bon, vite fait, pendant qu'on est dans le coffre, Alex, déjà, on peut voir qu'il y a un essuie-glace arrière, ça c'est pratique. Le coffre, bon bah là, c'est le point absolument génial. Parce pas génial, pas parce qu'il est immense, mais qu'il est modulable. Là, tu as une place incroyable. Là, je suis au maximum. Voilà, là, c'est réglé pour moi, là. C'est incroyable, la place là, à l'arrière. Je rappelle que c'est plus petit qu'une Renault 5 hein, en espace extérieur. Je vois pas trop de différence avec une Ioniq 5 et une Ioniq 6 là. Exactement. Par contre, tu peux avancer les sièges. Et là, par contre, je peux mettre... Là, ça devient serré quand même. Ouais, mais je pense que dans une Renault 5, t'es comme ça. Hein. On met une image de toi dans la Renault 5. Bon, tu vois, c'est pas bien différent. Ouais, c'est vrai. Mais quand tu as avancé le siège, bah du coup, derrière, tu as un grand coffre. Enfin, un coffre plus grand plutôt. Il manquerait une petite tirette pour pouvoir tirer le truc pour pouvoir le pousser ici. C'est vrai. Et du coup, là, on a un coffre assez grand. Alors, il y a un truc, quand on avait vu la version en statique, ces choses-là, là, on pouvait les retirer. Ça se déscratche ici, là. Ouais. Sauf que maintenant, il y a une petite lanière en dessous, ce qui fait qu'on ne peut pas les retirer. Et ça, du coup, c'est pas très pratique. Parce que du coup, ce qui était intéressant avec l'autre version, c'est que si on retirait cette plaque-là à vie, on avait un coffre profond sur toute la longueur. Bah, mais là, ça reste toujours du coup. Ça aurait moins mérité qu'il y ait un système au pire pour les plaquer comme ça, quoi. Ouais. Donc ça, ces petites plaques, elles servent que quand les sièges coulissent, bah, ça laisse un fond au coffre. Mais il y a un petit problème, c'est que quand tu mets une charge un peu lourde ici, ça fait ça. Voilà, ça les soulève. Bon, ça reste acceptable. C'est mieux qu'un coffre fixe. Et donc tu as un double fond qui est assez costaud. Et ce qui est drôle, c'est cette petite, ce petit crochet. Tu peux accrocher là pour le garder en position haute. Ça, c'est malin quand même. C'est con, hein, c'est une ficelle avec un crochet en plastique. Ouais, mais moi je t'avoue que moi j'ai pas ça et souvent je galère. Moi, quand je lève le double fond, je le tiens un peu, je me le prends sur la gueule. Ouais. Et donc en dessous, bah, on a tout l'emplacement pour les câbles, etc. Et en dessous, on a un triple fond avec un le kit, emplacement. crevaison, etc. Et si on enlève le kit là, eh ben, on peut encore ranger des câbles. On peut replier les deux sièges arrière, on peut replier aussi les deux sièges avant, faire un truc complètement plat, on pourrait mettre un matelas et dormir dedans. C'est hyper logeable, c'est hyper... modulable. En fait, c'est ça qui fait tout le sel de cette bagnole. Et c'est d'ailleurs pour moi le défaut de la potentielle 5 places. C'est qu'on perd la banquette coulissante et ça perd un peu tout l'intérêt de la modularité de la voiture. Voilà, mais on a le bonus avec la 5 places. Donc, qu'est-ce qu'on préfère, l'argent ou la modularité? Parce que du coup, cette modularité, c'est une option à 4000 balles. Oui. Et oui. Et en même temps, une personne en moins à mettre dans la voiture. Y a-t-il un frunk? Ça, par contre... Voilà, ça c'est pas le haut de gamme, mais c'est pas grave. Donc il n'y a pas de frunk, hein, on peut le remarquer. Et il n'y aurait pas vraiment la place de mettre un frunk. Non. Tu veux que je te montre deux petits détails qui sont rigolos? Quelle est la signature un peu des Hyundai électriques? La signature des Hyundai électriques? La signature un peu lumineuse, ce sont les pixels. Les pixels, oui. Faut que tu révises Hyundai, tu connais pas très bien cette marque. Et ben regarde ce qui est rigolo là. Ici là, le symbole pour indiquer la prise, c'est des pixels. Et ici là, regarde, il y a un petit symbole pour indiquer où est le crochet. Et c'est des pixels. Sur le coup, j'aurais dit c'est un point d'interrogation à l'envers, mais en fait non, c'est un crochet. Ouais. Et donc, bah, puisqu'on est là, on montre la trappe de recharge. Elle est à l'avant. Donc manuel, hein, mais ça fait le taf. Voilà. Le petit T2.
Et le petit combo CCS. J'aime bien le design avant, là. Il y a un petit travail quand même de fait. Je sais pas si on va voir en détail, voilà. Il y a un petit travail esthétique avec des petits effets 3D à l'intérieur. Il y a une caméra à l'avant. Et évidemment, on a 2 trappes ici qui s'ouvrent. Des flaps actives. Voilà. Qui s'ouvrent pour pouvoir réguler la température de la batterie. Bon, eh bien moi je te propose de passer au conso. Allez. Bon, et bien voilà, voici venu le temps des rires et des chants, mais aussi des consommations. On nous a envoyé pas mal de messages en nous disant essayez l'Inster, moi je pense qu'elle peut battre la Ioniq 28. Ça peut peut-être être la nouvelle Ioniq 28 de la chaîne EV. Bah, en même temps, on l'espère, mais on y croit de moins en moins, je dirais. Alors on y va, on commence par la ville. Alors je te le dis, la ville, c'est pas mal. Tu vas peut-être en tomber à la renverse. Ah ouais? Ouais, fais attention, c'est dur derrière. Faut rappeler que c'est la 17 pouces. Hein. Ouais, ouais. Donc ça peut être mieux avec la 15 pouces encore. Exactement. Allez, la ville. La Ioniq 28, elle a fait 9,4 kWh au 100. T'es prêt? Ouais. Elle a fait 10,2. Ah ouais, c'est vachement bien. Mais oui, ça va bien. Ah ouais, je suis bluffé quand même. Voilà, ça c'est Hyundai, c'est ça qu'on aime. Bravo Hyundai. Tous les chiffres s'affichent en bas de l'écran avec l'écart en pourcentage entre les deux. C'est ça qui compte pour le classement final. Après, on passe à la route. Donc la route, on a fait combien de kilomètres? 25 km tout rond. Alors, t'as consommé combien avec la Ioniq 28? 10,3. Et moi, j'ai consommé 12,6. Ouais, c'est vrai qu'on voit que ça se dégrade un petit peu. L'aéro. Voilà. Mais c'est quand même vachement bien hein, par rapport à d'autres véhicules électriques. Hein, 12,2, 12,6. Ouais, c'est super bien. Je sais pas, un Kona, c'était combien en comparaison? C'était un peu moins, je crois. 11,8. Ah ouais. Ouais. On passe à l'autoroute? Ouais. Alors, je te propose d'inverser les positions parce qu'on a changé les voitures, comme ça, voilà. Mais sauf que du coup, c'était pas la bonne position du tout. Ouais, c'est pas grave. Alors moi j'ai fait 87,5 km avec la Ioniq 28, c'est vrai que je devrais rester là finalement. Je sais même pas pourquoi je reprends le téléphone pour récupérer ce chiffre qui est un chiffre très facile à retenir. 20 donc. Et ben moi j'ai consommé 15,9. Pour le coup, elle a pas réussi à passer sous la barre fatidique des 20, mais elle a fait 20 tout pile. Ok. Donc ce qui est quand même pas ouf, mais qui est par rapport à la concurrence de petites citadines et pas dégueu. Ça fait autonomie autoroute 240 et des saucisses. Ouais. Bon, vous verrez ça dans les tableaux. Bah, les tableaux, ils arrivent. On y va? Tout de suite. Allez. Allez, on passe au tableau et on calcule les consommations normalisées de la Hyundai Inster dans cette version grande batterie. Donc comment on fait? C'est assez simple. D'abord, on met à jour la conso moyenne de la Ioniq 28. Donc on prend les consos sur les 43 derniers essais plus celui d'aujourd'hui, ce qui fait une conso en ville de 9,3, une conso sur route de 10,1 et une conso sur autoroute de 16,3 pour la Ioniq 28. Et on applique aux consos moyennes de la Ioniq 28 l'écart en pourcent relevé aujourd'hui lors de l'essai de la Hyundai Inster, soit 9% en ville, 22% sur route et 26% sur autoroute. Et ça nous donne les consommations suivantes, 10,1 en ville, 12,3 sur route et 20,7 sur autoroute, pour une consommation mixte de 14,4 kWh. Et au niveau des autonomies, ça donne 485 km en ville, 398 km sur route et 237 km sur autoroute, de 100 à 0%, et 166 km sur autoroute de 80 à 10%, c'est-à-dire entre deux bornes. Le tout donne une autonomie mixte de 340 km pour un WLTP donné à 360, l'écart est infime, bravo Hyundai. On passe maintenant à la conso à la borne. Pendant notre essai, la voiture nous a indiqué avoir consommé 29,96 kWh. On a remis la voiture à charger à 100% et la borne nous indique avoir réinjecté 34,29 kWh, ce qui fait un écart à la recharge de 14,4%, ce qui est plutôt pas mal. Si on applique cet écart à la recharge à la consommation mixte de 14,4, ça nous donne une consommation de 16,5 kWh au 100 à la prise. Et ça place notre Hyundai Inster à la 11e position sur 44 de notre classement général des consommations. Et le classement, le voici avec un petit zoom sur les citadines. La Hyundai Inster se classe donc derrière la e-up et la Spring, mais légèrement devant la Renault 5 d'une crotte de nez et devant la Mini Cooper SE. Autant l'Inster et la Renault 5 ont le même profil de consommation, autant la Mini Cooper se montre plus gourmande en ville et sur route, mais beaucoup plus efficiente sur autoroute, ce qui lui permet de faire des longs trajets plus facilement. Donc choisissez suivant votre profil. Avec toutes ces données, on peut simuler un temps pour faire 1000 km. Et là, la Hyundai Inster, elle se classe 34e, juste derrière la Renault 5, c'est marrant. Au niveau de la vitesse de recharge rapide, on croise la consommation sur autoroute et la vitesse de charge de la voiture pour calculer une vitesse de recharge en kilomètres récupérés par heure de charge. Et là, la Hyundai Inster se classe 30e, juste devant la Renault 5, c'est marrant, avec 343 km d'autoroute récupérée par heure de charge. Au niveau du coût des recharges, à la maison avec un tarif de 20 centimes le kilowattheure,
Rouler en Hyundai Inster vous coûtera 3,30 € tous les 100 km. Et sur l'autoroute, avec un tarif de 59 centimes le kilowattheure, ça vous coûtera 12,20 € les 100 km. Et on termine par le freinage régénératif. La Hyundai Inster se classe en 3e position. 117 mètres pour passer de 80 à 0 km/h. C'est énorme. Vous pouvez retrouver tous ces chiffres et tous ces classements sur notre site, la chaîne ev.fr, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Un très bon site pour faire votre choix. Allez, on passe à la conclusion. Bon, et bien voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. Et à nous donner votre avis en commentaire. Dites-nous si vous la trouvez belle, mimi, passe-partout ou vraiment dégueu. Je pense qu'il y a vraiment tous les goûts, quoi. Je rappelle que moi, dans 2 jours, je pars faire un road trip, je la ramène à Paris, donc je vais faire un long trajet avec, on va voir comment ça se passe, le planificateur, les recharges, etc. etc. Donc abonnez-vous à la chaîne, évidemment, si vous voulez pas rater cette vidéo. Et prochainement sur la chaîne aussi, l'Autopilot Challenge de cette voiture qu'on va tourner incessamment sous peu. Avant qu'il fasse nuit, quoi. Voilà, on colle les caméras et on y va. D'ailleurs, il est peut-être temps qu'on y aille, comme ça on coupe là. Hein. Voilà. Allez, salut. Bon du coup, salut, à la prochaine pour une autre vidéo. La bise. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. C'est ce que je viens de dire il y a 5 minutes. Et je crois que je l'ai mieux dit, moi. Ah bon, d'accord.